Le plan Colombia, c'est l'histoire explosive d'un pays au bord de l'effondrement qui devient le laboratoire secret de la guerre globale contre la drogue et le terrorisme, sous l'œil omniprésent de Washington. Et si derrière ce succès affiché se cachait en réalité l'une des opérations géopolitiques les plus controversées de l'histoire récente de l'Amérique latine. Dans les années où le siècle s'incline, la Colombie se dresse comme une terre de fièvre et de vertige. Le soleil tombe sur des montagnes déchirées, des plaines vertes, des fleuves lents qui serpentent entre jungle et savane. Sous ces ciels d'orage, un pays se débat. La guerre n'a pas de front unique. Elle se disperse, se multiplie, envahit les forêts, les pistes de terre, les faubourgs. Depuis la fin des années 70, le conflit armé s'intensifie. Il n'est plus un murmure lointain. Il gronde dans les villages, il perce dans les bulletins d'information, il s'imprime dans les rapports diplomatiques lus à Washington, à Bruxelles, à Genève. Dans les profondeurs rurales du Meta, du Caqueta, du Putumayo, du Guaviare, les FARC, nées en 1964, avancent. Elles s'installent dans les clairières déboisées à la machette. Elles imposent des règles, des taxes, une justice rude qui supplée l'absence de l'État. Des colonnes de combattants en treillis, fusils sur l'épaule, franchissent les rivières sur des ponts de fortune. Ils vivent dans l'ombre des arbres gigantesques, parmi les moustiques, la boue, le silence coupé par les rafales de fusils. Dans les collines et les gorges de Santander, d'Arauca, du Norte de Santander, une autre bannière se lève, l'ELN, frère idéologique, rival parfois, compagnon d'armes souvent. Eux invoquent la révolution, la justice sociale, la théologie de la libération. Ils frappent les oléoducs, enlèvent des ingénieurs, se dissolvent dans les montagnes au premier hélicoptère entendu. Car, tandis que ces guérillas marxistes étendent leurs cartes invisibles, une autre force se met en marche. Dans les années 80, les grands propriétaires terriens, les commerçants, des officiers à la retraite et des politiciens locaux s'agitent. Ils voient les enlèvements, les extorsions, la progression lente des drapeaux rebelles. Ils font un choix. Ils prennent les armes à leur tour. D'abord, ce sont des groupes d'autodéfense éparpillés, armés de fusils de chasse, protégés par des complicités obscures. Puis, lentement, ces bandes rurales se rassemblent, se coordonnent, se durcissent. À la fin du siècle, sous la main glacée de Carlos Castaño, elles se fondent dans un nom unique, Autodéfense Unie de Colombie, AUC. 1997 marque leur baptême officiel, mais depuis longtemps déjà, leurs pas labourent les campagnes. Ils avancent en convois poussiéreux, dressent des listes d'ennemis, sèment la terreur dans les villages supposés favorables à la guérilla. Dans les laboratoires clandestins cachés au fond des forêts, des hommes versent des liquides toxiques dans des bacs de plastique. L'odeur chimique brûle la gorge. De la pâte grise naît la poudre blanche. Elle chemine ensuite par airstrips secrets, pistes boueuses séchées au soleil, routes oubliées. De là, elle gagne les ports, les cargos, les avions. Medellín et Cali deviennent des noms de tempête. Pablo Escobar règne d'abord, flanqué de sicaires prêts à mourir pour un salaire et une légende. Les bombes explosent dans les rues, les candidats présidentiels tombent, les juges meurent. Puis, quand le cartel de Medellín vacille, celui de Cali prend le relais, plus discret, plus infiltré, plus feutré, guidé par les frères Rodríguez Orejuela. Dans le Putumayo, le Caqueta, le Guaviare, le Norte de Santander, la coca s'étend comme une seconde peau sur la terre. Les paysans la plantent parce que le maïs ne paie pas, parce que le café s'effondre, parce que les routes sont loin, parce que les enforcements ont faim. La feuille verte, nervurée, pousse sous le soleil humide. Elle devient la dîme sanglante d'un pays sans repos. Les FARC le comprennent vite. Elles taxent la production, les pistes d'atterrissage, les laboratoires, les convois. Elles prélèvent leur part, lourd tribut payé à la guerre. Les rapports de la DEA et du département d'État américain se remplissent de chiffres, de schémas, de cartes.
Les paragraphes s'empilent, froids, tandis que dans la jungle, des hommes aux bottes couvertes de boue alimentent la machine mondiale de la drogue. À Bogota, sous les lumières crues du Congrès, des délégués débattent, écrivent, effacent, réécrivent. Ils inventent une cour constitutionnelle. Ils gravent des droits fondamentaux plus larges dans la pierre des lois. Ils rêvent d'un État moderne, plus juste, plus proche de son peuple. Ils signent le texte. Les journaux célèbrent ce renouveau. Avec Samper, la tempête s'abat. En 1994, il entre au palais présidentiel. En 1995, le Processo 8000 l'engloutit. Les enregistrements, les témoignages, les valises de billets, le scandale éclate. On découvre que l'argent du cartel de Cali irrigue sa campagne. Le pays vacille. Les États-Unis observent, puis frappent. En 1996, Washington lui retire son visa. Plus qu'un geste administratif, c'est un signal, un stigmate diplomatique. La coopération de haut niveau ralentit, se refroidit. La confiance s'effrite. Dans les couloirs du département d'État, on parle de corruption, de collusion, de fragilité institutionnelle. On réduit certaines formes de coopération antidrogue, on durcit les conditions. La seconde moitié des années 90 se déroule sous ce ciel chargé. Bogota et Washington se regardent à distance, méfiants, prudents. Chacun conscient pourtant que leurs destins se croisent autour d'un même ennemi, la cocaïne. En 1986 et 1988, le Congrès américain adopte l'Anti-Drug Abuse Act. Les sanctions se durcissent, les pénalités enflent, la coopération internationale devient une priorité affichée. Dans les salles capitonnées de Washington, les sénateurs brandissent des graphiques, des photographies de cargaisons saisies, des cartes des routes de la cocaïne. On trace des lignes sur les océans, sur les continents. En 1986, un nouvel instrument surgit, la certification. Chaque année, la Maison-Blanche juge les pays producteurs et de transit. Coopère-t-il assez dans la lutte antidrogue ? La Colombie est régulièrement placée au centre de ces évaluations. Selon la note, l'aide se renforce ou se contracte. Les encouragements laissent place aux pressions. Un pays tout entier se retrouve noté comme un élève dans un bulletin, à des milliers de kilomètres de ces montagnes. Pourtant, au cœur de ces tensions, une coopération réelle se tisse. Durant les années 80 et 90, les services américains appuient la Colombie dans l'extradition des grands narcotrafiquants. C'est une guerre souterraine, faite de mandats, de poursuites, de juges sous protection, de prisonniers livrés à la justice nord-américaine. Contre le cartel de Medellín, cette coopération devient cruciale. Pablo Escobar sait que l'extradition vers les États-Unis est son cauchemar ultime. Il tue pour l'éviter. Il menace, il fait exploser. Les États-Unis fournissent aussi du matériel, des renseignements, un soutien discret mais déterminant aux forces de sécurité colombiennes. Des hélicoptères s'élèvent, des antennes de communication tournent vers le ciel, des écoutes se mettent en place. Au Pentagone et à la DEA, des rapports détaillent chaque pas, chaque succès, chaque revers. Mais un autre principe surgit en 1997, comme une limite aux ailes sécuritaires, la Ley ILO. Elle interdit l'aide militaire à toute unité étrangère impliquée dans de graves violations des droits humains. Elle exige des vérifications, des listes, des filtres. La Colombie, pays en guerre sale, se retrouve sous cette loupe. Les unités suspectes sont écartées, au moins officiellement, de l'aide américaine. Les généraux colombiens le savent. Les abus, désormais, coûtent aussi en dollars et en hélicoptères. Les homicides explosent dans les années 90. Les enlèvements deviennent une industrie. Des routes entières sont piégées, des bus interceptés, des notables, des paysans, des étrangers arrachés à leur quotidien. Les familles attendent un appel, une lettre, une preuve de vie. Les rapports des Nations Unies, ceux de Human Rights Watch, s'épaississent de chiffres noirs, morts, disparus, déplacés. Parallèlement,
Les cultures de coca explosent. Les satellites et les avions qui photographient la Terre depuis les hauteurs repèrent les taches vertes, les parcelles régulières au milieu de la forêt. Le Pérou et la Bolivie, sous la pression de programmes antidrogue, réduisent leur production. La Colombie prend le relais. Dans la seconde moitié des années 90, les rapports de l'ONUDC et du département d'État notent la hausse vertigineuse des hectares cultivés. Le pays devient le cœur battant du marché mondial de la cocaïne. Mais dans de vastes régions, l'État demeure une rumeur lointaine. Dans l'Amazonie, dans l'Orénoque, sur les frontières poreuses avec l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, la présence publique est maigre. Quelques postes de police isolés, des bases militaires encerclées par des terres sans loi, des mairies pauvres, des juges sous menace. La Banque mondiale et la BID le consignent. De grandes zones, entières, échappent au contrôle effectif de Bogota. En juin 1998, les Colombiens votent. Ils élisent ce fils d'un ancien président, souriant, déterminé, qui promet la paix. Le 7 août 1998, il prête serment. Dans son discours, la guerre n'est pas seulement une affaire d'armes. Elle est un cancer social, économique, territorial. Il jure d'ouvrir des chemins inattendus. Sa promesse est claire, négocier avec les FARC. Chercher le dialogue avec ceux que d'autres veulent seulement combattre. Mais il sait que la paix sans ressources n'est qu'un mot fragile. Il annonce aussi qu'il veut un plan global, un plan de paix, de développement, de reconquête de l'État. Il veut l'aide du monde. Avant même de prendre officiellement le pouvoir, il agit. En juillet 1998, il se rend dans la région du Caguán. La jungle est dense, l'air saturé de chaleur. Là, il rencontre Manuel Marulanda, le vieux chef des FARC, que tout le pays connaît sous le nom de Tiro Fijo. Deux mondes se font face. Le président en devenir, costume clair, sourire mesuré. Le guérillero mythique, silhouette paysanne, visage tanné par des décennies de maquis. Quelques mois plus tard, Pastrana prend une décision qui symbolise sa foi dans la négociation. En novembre 1998, il ordonne la démilitarisation d'une immense zone dans le Caguán, environ 42 000 km². San Vicente del Caguán, la Uribe et d'autres municipalités entrent dans ce territoire soustrait à la présence des forces armées. L'armée se retire. Les FARC y circulent en uniforme, à visage découvert. On érige des tables de dialogue, on plante des tentes, on installe des micros. C'est une mise à nu. L'État recule volontairement, espérant que la confiance ainsi offerte sera le terreau d'un accord durable. Washington observe, partagé entre le soutien officiel à toute initiative de paix et l'angoisse de voir une guérilla déjà puissante profiter de ce sanctuaire. En 1999, ces intentions deviennent un document. Le gouvernement colombien rédige, affine, polit les phrases. Le texte, baptisé officiellement « Plan Colombia », se présente comme un plan national de développement et de paix. Ce n'est pas seulement une demande d'armes, c'est une demande de soutien total, financier, technique, politique. Pastrana envoie ses émissaires frapper à de nombreuses portes. L'Union européenne est sollicitée, les Nations unies sont approchées, des bailleurs divers sont courtisés. Bogota ne veut pas d'un tête-à-tête exclusif avec Washington. Elle veut une coalition internationale pour sauver la Colombie. À Washington, Bill Clinton est au pouvoir depuis 1993. À la fin des années 90, ses conseillers épluchent les statistiques. La cocaïne qui inonde les rues américaines vient majoritairement de Colombie. Les saisies le prouvent, les enquêtes le confirment. Les cartes montrent aussi un autre danger. Le conflit colombien déborde potentiellement sur le Panama, sur l'Équateur, sur le Venezuela, sur le Brésil, sur le Pérou. Une guerre interne risque de devenir un incendie régional. En 1999, les premiers échanges diplomatiques s'intensifient. Des délégations colombiennes arrivent à Washington, dossiers sous le bras, graphiques dans les porte-documents. Elles exposent la version colombienne du plan Colombia. Elles parlent de paix, de réformes rurales, de justice sociale,
de substitution de culture. Elles réclament une aide substantielle, en argent et en matériel, pour transformer cette vision en réalité. Face à elles, les fonctionnaires américains écoutent, questionnent, redessinent mentalement ce plan selon leurs propres priorités. Dans les couloirs du département d'État, du département de la Défense, dans les bureaux de la Maison-Blanche, dans les salles du Congrès, des discussions s'engagent. Certains voient dans ce plan une opportunité historique. Affaiblir le principal producteur de cocaïne, stabiliser un allié stratégique, projeter l'influence américaine dans la région. D'autres s'interrogent sur les coûts, sur les risques d'enlisement, sur les implications en termes de droits humains. Les commissions parlementaires se réunissent. Des experts témoignent. Des généraux, des diplomates, des analystes de la CIA détaillent la situation. Les mots « aide exceptionnelle »,« paquet spécial »,« initiative andine » circulent. On débat de l'équilibre entre les volets sécuritaires et les volets sociaux. Déjà, quelque chose se dessine. La future aide américaine épousera le nom du plan Columbia, mais en changera l'ossature. Là où Bogota cherche un grand projet de paix et de développement, Washington tend à voir une nouvelle phase de la guerre contre la drogue. À l'horizon, les hélicoptères se profilent plus nettement que les écoles. Pourtant, pour la Colombie, le choix devient pressant. Le pays se consume. Les cartes des cultures de coca noircissent. Les homicides, les enlèvements, les déplacements forment une spirale. La zone démilitarisée du Caguán devient, aux yeux de beaucoup, un pari dangereux qui peut se retourner contre son initiateur.